Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Donc, après la première partie concernant l'élasticité générale à 3 dimensions, où on a vu exactement la théorie des contraintes, la théorie des formations et la relation contrainte-déformation, la loi d'Hooke. On a vu que dans la théorie générale, on avait à résoudre 15 équations à 15 inconnues. Et vous avez remarqué que ce type de problème est généralement complexe à résoudre dans le cas de 3 dimensions. 15 équations à 15 inconnues, ce n'est pas aussi simple. On a vu dans un cas vraiment très simple, le cas du poids propre. Vous avez vu que pour résoudre les 15 équations, ça demandait un peu de gymnastique et d'effort. Donc, ce n'est pas le cas dans toutes les structures. Et vous avez remarqué que lorsque vous avez fait la RDM classique, dans la théorie des poutres, vous êtes quand même passé de la théorie générale de 3 dimensions, où la poutre est considérée toujours comme une structure à 3 dimensions, et vous l'avez simplifiée à une structure à une seule dimension. Et vous avez pris uniquement un trait, une ligne droite représentant la poutre, où vous avez simplifié la section transversale de la poutre. Vous êtes passé de 3 dimensions à 1 dimension, et vous êtes passé de 15 inconnus, c'est-à-dire 6 contraintes, 6 déformations et 3 déplacements, vous êtes passé de 15 inconnus à 3 inconnus uniquement dans la théorie des poutres, où vous êtes intéressé à une seule contrainte, une seule déformation et un seul déplacement. Donc vous êtes passé de 15 équations à 15 inconnus à 3 équations à 3 inconnus dans le cas de la théorie des poutres. Donc ça, c'est une hypothèse fondamentale où vous avez énormément simplifié le problème. C'est pour ça que la résolution de la théorie des poutres était facile pour vous et ça vous a donné la possibilité de résoudre tous les problèmes de théorie des poutres d'une façon générale. Donc, alors, maintenant, des fois, certaines structures, on peut les simplifier du point de vue comportement ou on peut passer donc de 3 dimensions à 2 dimensions. C'est ce qu'on appelle l'élasticité plane d'une façon générale ou bien l'élasticité à 2 dimensions. Vous avez vu certains exemples et vous avez eu l'occasion de les voir. Vous n'êtes pas aperçu le passage de 3D à 2D. Donc, lorsque vous vouliez étudier donc les barrages en général ou bien les souterrains d'une façon générale, le barrage qui est une structure vraiment importante et qui est une structure 3D, lorsque vous vouliez étudier sa stabilité, vous vous êtes contenté d'un schéma à 2 dimensions où vous avez essayé de voir un petit peu la stabilité d'une poussée par rapport donc à un point où vous essayez donc de voir les différents types de stabilité par rapport au glissement ou bien par rapport au renversement. Donc, de toute la longueur et l'importance de la dimension du barrage, vous vous êtes intéressé uniquement à une section à 2 dimensions. Donc, vous êtes passé de 3D à 2D. La même chose, lorsque vous prenez des plaques ou bien des dalles d'une façon générale, avec une certaine épaisseur plus ou moins faible, vous vous êtes un petit peu intéressé beaucoup plus à ce qui se passe dans le plan X, Y, au lieu que ce soit dans un repère X, Y, Z. Et donc, vous voyez que finalement, on peut vraiment passer d'une structure 3-dimensionnelle à une structure 2-dimensionnelle, que ce soit donc dans le cas des barrages ou bien dans le cas des plaques. Donc, c'est ce qu'on appelle l'élasticité plane. D'accord? Ça, c'est une hypothèse fondamentale qui me permet de simplifier mon problème. Donc, le passage de l'un à l'autre, de 3D à 2D, se fait en général pour 2 cas, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cas de la déformation plane et le cas de la contrainte plane. Ce sont 2 comportements qui se manifestent à l'échelle de 2 dimensions. Et donc, je peux simplifier mes problèmes. On va voir les 2 cas séparés. Donc, le cas de la déformation plane, où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le trouver si je prends la direction Z, c'est la direction de la longueur, et le repère ou le plan XY, c'est le plan de la section transversale. Je dis, à chaque fois que j'ai une longueur très importante par rapport aux 2 autres, que ma structure est sollicitée par des forces perpendiculaires aux éléments longitudinaux et ne change pas le long de la longueur, que ma section transversale reste constante le long de la longueur et que le matériau est le même dans toute la structure, on peut alors parler d'un état plan de déformation plane. Donc, à chaque fois qu'il y a ces critères-là, ces hypothèses-là,
je peux simplifier mon problème de 3 dimensions à 2 dimensions. On l'appelle le cas de la déformation plane. D'accord? Donc, bien sûr, ce cas, je vais l'illustrer dans ce petit exemple. J'ai tous, vous voulez un barrage poids ou bien un mur de soutènement, d'accord? Sur la longueur Z, il est très long et il est dans la section, dans le plan XY, donc c'est le plan de la section. D'accord? Donc, si je prends une section quelconque, un petit peu loin des extrémités, de longueur dz ou bien de longueur unité ou bien d'épaisseur unité, d'accord, je peux dire que cette section va se comporter de la même manière, quelle que soit la section que je vais prendre. D'accord? Donc, dans ce cas, c'est une section qui m'intéresse parce que, quelle que soit la valeur z de cette section, elle va se comporter de la même manière. En plus, dans cette section-là, je sais que la déformation, elle sera la même dans toutes les sections transversales de la structure. Et en plus de ça, l'expérience a montré que dans cette section-là en rouge, les composantes de déplacement U et V ne sont plus dépendants de Z. Ils dépendent uniquement des valeurs X et Y. C'est-à-dire que j'aurai un déplacement dans le plan X, Y, je n'aurai pas de déplacement suivant Z. Et dans ce cas, donc, j'aurai U de XY, V de XY et W est égal à 0, c'est-à-dire suivant l'axe Z. Ça, c'est l'hypothèse et c'est la conséquence de prendre donc une section transversale. D'accord? Donc là, je vais encore plus loin par toujours hypothèse que dans cette section-là, l'hypothèse fondamentale, c'est que tout ce qui se passe suivant Z va être négligé. Entre autres, la déformation suivant Z et les deux déformations angulaires, gamma xz et gamma yz, seront négligées. Je vais avoir uniquement epsilon x, epsilon y et gamma xy, et qui sont en même temps fonction de xy uniquement. Ils ne dépendent plus de z, mais ils dépendent de xy. C'est à cause de cette hypothèse-là que vous avez l'habitude de prendre, pour calculer une stabilité d'un mur de soutènement, que vous avez l'habitude de prendre que le plan xy. D'accord? Donc là, quelques exemples, c'est des exemples courants. Les barrages, donc vous voyez un barrage, avec toute sa grandeur, je vais prendre que sa section transversale pour voir sa stabilité. D'accord? Les murs de soutènement, avec toute la longueur du mur, je vais prendre donc sa section pour vérifier sa stabilité. Les conduites sous pression, donc ces conduites sous pression, c'est généralement les conduites, donc vous allez enterrer ou les semi-enterrer ou comme vous voulez, elles sont soumises à des pressions. Donc toutes les conduites, voilà, donc seront soumises à un problème de déformation plane, ou bien les structures de tunnel, donc ces structures en béton vont être soumises à un problème de déformation plane. Donc c'est pour ça que prendre juste une section où il y a une épaisseur de 1 mètre, c'est suffisant donc pour résoudre le problème en 2 dimensions. D'accord? Donc là, avec ces hypothèses-là, vous voyez donc epsilon z est nul, gamma xz, gamma yz est nul, il me reste epsilon x, epsilon y et gamma xy. D'accord? Ça, c'est par la loi de Hooke. Et comme epsilon z est égal à 1 sur E, sigma z moins nu, sigma x plus sigma y est égal à 0, je peux tirer sigma z par ici. Donc, ça sera donc sigma z est égal à nu, sigma x plus sigma y. Donc, la notion de z ne doit pas exister parce que sigma z, donc pour moi, c'est beaucoup plus nu sigma x plus sigma y. C'est pour ça qu'on l'appelle beaucoup plus nu sigma x plus sigma y. Donc, si je remplace cette valeur-là de sigma z, donc si je la remplace ici avec epsilon y et epsilon z, donc j'aurai les lois de Hooke concernant le problème de déformation plane. D'accord? Donc, j'aurai cette expression-là par la loi de Hooke. Donc, si vous voulez, celle-là, epsilon x et epsilon y, qui est égal à 1 moins nu2 sur E sigma x moins nu sur 1 moins nu sigma y, ou bien 1 moins nu2 sur E sigma y moins nu sur 1 moins nu sigma x. D'accord? Donc, si je pose E1, ce qu'on appelle le module de Young réduit, E sur 1 moins nu2, ou bien nu1, le coefficient de Poisson réduit, est égal à nu moins sur 1 moins nu, alors la même chose, G1 sera égal à E1 sur 2 facteurs de 1 plus nu1, ou bien est égal à E sur 2 facteurs plus nu, c'est égal à J. Avec ces notations-là, je peux retrouver une forme de la loi de Hooke
comme vous avez l'habitude de la connaître, avec maintenant, dans le cas de la déformation plane, utiliser E1 et nu1, donc E1 au lieu de E et nu. D'accord? Avec epsilon x, epsilon y et gamma xy. Donc ça, c'est le tenseur de déformation défini par trois valeurs, epsilon x, epsilon y et gamma xy. D'accord? Donc là, je récapitule dans le cas de la déformation plane, j'ai quand même trois contraintes, sigma x, sigma y, tau xy, qui sont fonctions uniquement du xy. J'ai trois déformations, epsilon x, epsilon y et gamma xy, qui sont aussi fonctions de xy seulement, et j'ai deux déplacements, u, v, fonction de x, y. Donc j'aurai 8 inconnus, j'aurai besoin donc de 8 équations pour résoudre ces 8 inconnus. C'est le cas de la déformation plane. Donc récapitulons ces équations, c'est très simple. Les équations sont les équations de l'équilibre, d sigma x sur dx plus d tau xy sur dy plus grand x est égal à 0, et d tau xy sur dx plus d sigma y sur dy plus grand y est égal à 0. Ça, c'est l'équation d'équilibre. Ou bien les conditions limites, x bar et y bar, qui est égal à L sigma x plus m tau xy, ou bien L tau xy plus m sigma y. Donc ça, c'est deux équations d'équilibre. Les équations de compatibilité, donc on a quand même trois équations, epsilon x du sur dx, epsilon y dv sur dy, et tau xy est égal à du sur dy plus dv sur dx, ou bien l'équation de Saint-Venant, donc, qui est la même chose. Ça fait 2 plus 3, 5 équations, et je termine donc avec l'équation de Hooke, qui est donc qu'on a développée, epsilon x, epsilon y et gamma x. Trois autres équations, ça me fait quand même 8 équations. Pour les 8 inconnus, c'est un problème parfait. D'accord? Je peux donc transformer ou bien inverser les équations de Hooke pour obtenir les équations de Lamé. D'accord? Sachant que epsilon z est égal à 0, donc maintenant epsilon v est égal uniquement à epsilon x plus epsilon y. Voilà. Donc là, j'aurai mes 8 équations avec mes 8 inconnus, c'est très simple. Vous voyez que je suis passé de 15 à 15 à 8 par 8, c'est quand même 50% de gagner dans le travail. Voilà. Donc, si je veux écrire mes tenseurs, donc il faut faire attention. Dans la déformation plane, le tenseur des contraintes, la troisième composante, elle n'est pas nulle. C'est la troisième déformation qui est nulle. Par contre, la troisième contrainte, elle n'est pas nulle, mais elle est égale à nu sigma x plus sigma y. Puisque sigma x est fonction de xy uniquement, et sigma y est fonction de xy uniquement, donc le terme nu sigma x plus sigma y est fonction uniquement de x et de y. Voilà. Donc là, il faut faire attention. Dans un cas de déformation plane, la troisième composante du tenseur de contrainte doit être différent de 0. Voilà. Alors, deuxième cas, c'est le cas de la contrainte plane. On a dit, soit on a une contrainte plane, soit on a une déformation plane. D'accord? Le cas de la contrainte plane, le plus courant, c'est l'exemple le plus courant, c'est le cas de plaque mince, soumise à une force dans le plan. D'accord? Donc, si j'ai une épaisseur très petite devant les deux autres dimensions sont de même grandeur. Si la plaque est soumise à une charge dans le plan, uniformément répartie sur l'épaisseur, c'est très important, et si le matériau est le même, donc on peut parler d'un état d'élasticité plane sous forme de contrainte plane. Donc vous voyez maintenant, c'est un problème de contrainte plane. Donc si vous avez remarqué, je reviens un petit peu en arrière, j'ai dit que le cas de la déformation plane, c'est le cas où la troisième déformation est nulle. Maintenant, le cas de la contrainte plane, c'est le cas où la troisième contrainte est nulle. Donc, c'est la troisième contrainte qui est simplifiée. Donc là, on le trouve dans une plaque, vous voyez, une plaque AB, de dimension AB, soumise à des charges dans le plan, j'ai dit. Si vous remarquez ça, c'est des tractions-compression dans le plan. D'accord? Donc, avec une épaisseur très faible et que les efforts de traction-compression sont uniformes sur l'épaisseur. D'accord? Donc, par l'habitude, on prend le plan XY qui nous intéresse. Dans ce cas, donc, vous voyez que la contrainte dans n'importe quel plan à l'intérieur de l'épaisseur, quel que soit le plan que vous prenez dans l'épaisseur, il va se comporter de la même manière. Il ne va pas y avoir de changement dans la distribution de contraintes. D'accord? Et en plus, tous les déplacements se font dans le plan. Tout ce qui est hors du plan va être égal à 0. Donc, U
est fonction de xy et v est fonction de xy. Je rappelle que u, c'est le déplacement suivant x et v, c'est le déplacement suivant y. D'accord? Donc là, je suis en train de simplifier la contrainte et la distribution de contraintes par rapport au troisième axe qui est z. D'accord? Mais attention, attention. Je dis un problème de contrainte plane, c'est un problème où toutes les forces sont soumises ou bien sont appliquées, pardon, dans le plan. D'accord? Il ne faut pas faire confusion avec ce type de comportement. Ça, c'est un comportement beaucoup plus de flexion. Si la force est perpendiculaire au plan, c'est un problème de flexion. Ce n'est pas un problème de contrainte plane. Donc, il faut faire la différence à ne pas confondre les deux états. Ce qui nous intéresse dans le cas de contrainte plane, c'est celui-là, bien sûr, où on a des tractions compression suivant x et suivant y. D'accord? Donc, dans ce cas, j'aurai sigma z, tau xz et tau yz qui sont simplifiés et je n'aurai que sigma x, sigma y et tau xy qui sont en fonction de x, y seul. D'accord? Donc, j'aurai dans ce cas, si sigma z est égal à 0, d'accord? Epsilon z va devenir égal à moins nu sur E sigma x plus sigma y. C'est pour ça que j'ai dit que dans le cas de la contrainte plane, c'est la troisième contrainte qui est nulle. Par contre, la troisième déformation, elle doit être égale à moins nu sur E sigma x plus sigma y. Je répète, sigma x est fonction de xy uniquement, sigma y est fonction de xy uniquement. Dans ce cas, la quantité moins nu sur E sigma x plus sigma y ne dépend que de xy. Vous voyez que je ne veux plus utiliser la variable z parce que ça ne m'intéresse pas, que ce soit dans le cas de la contrainte plane ou bien dans le cas de la déformation plane. D'accord? Donc là, la même chose, si je compte mes inconnus, j'aurai 3 contraintes, 3 déformations et 2 déplacements, ça fait 8. Donc j'aurai besoin de 8 équations pour résoudre ce problème. D'accord? Donc récapitulons les 8 équations. C'est très simple. C'est 2 équations d'équilibre, pardon, les mêmes, et 2 équations de compatibilité, donc les mêmes. D'accord? La même chose pour la compatibilité. J'aurai toujours 3 équations en déformation, epsilon x, epsilon y et tau xy. Et enfin, la loi de Hooke, j'aurai donc 3 équations de la loi de Hooke qui sont donc epsilon x, epsilon y et epsilon z, donc avec sigma z maintenant qui est égal à 0. D'accord? Donc là, vous voyez que je peux inverser et j'aurai les équations de la May d'une façon générale. Donc, là, la même chose. La différence entre la contrainte plane et la déformation plane dans les équations, c'est uniquement dans E et nu. La contrainte plane, on utilise E et nu, et la déformation plane, on utilise E1 et nu1. Sinon, si c'est les mêmes équations, donc il n'y a pas une grande différence entre ces équations-là. La seule différence, c'est la loi de Hooke qui change. Puisque, je répète, dans la déformation plane, c'est la troisième déformation qui est nulle, et la troisième contrainte est différente de 0. Et dans le cas de la contrainte plane, c'est la troisième contrainte qui est nulle et la troisième déformation est différente de 0. Dire la différence entre ces deux états-là. D'accord? Donc le tenseur, pour le cas de la contrainte plane, vous voyez donc c'est la troisième contrainte qui est nulle. Par contre, la troisième déformation, elle existe et elle est fonction donc de x et de y uniquement. Moins nu sur E sigma x plus sigma y. Ça fait mon tenseur de déformation. D'accord? Donc là, avec ça, j'aurais défini donc les deux états de contrainte plane. Je répète, un problème de contrainte plane, c'est un problème où une dimension est très petite, c'est le cas des plaques, et un problème de déformation plane, c'est un problème où une longueur est très importante par rapport à la section, c'est le cas des barrages et des murs de soutien. D'accord? Donc, la dernière fois, dans l'élasticité générale, on a dit, au lieu de travailler avec 15 équations, on peut combiner ces 15 équations, soit en déplacement, ça sera la méthode des déplacements, soit on combine les 15 équations en force, et ça sera la méthode des forces. Donc, la même chose, on peut combiner les 8 équations de l'élasticité plane, soit en déplacement, et on obtiendra donc la solution des déplacements, c'est la solution de la May, d'accord? Ou je peux combiner les 2 équations d'équilibre, les 3 équations de compatibilité et les 3 équations de Hooke en équations exprimées en déplacement unique. D'accord?
Donc là, je peux facilement revenir en arrière. J'ai là les équations d'équilibre, d'accord? J'ai les équations de Hooke sous forme de lamé. Je peux remplacer ici sigma x, tau xy et sigma y par leur valeur ici sous forme de lamé. Donc j'obtiens ces équations-là exprimées en déformation en remplaçant sigma x, sigma y et tau xy dans les équations d'équilibre. D'accord? Maintenant, à ces équations-là, je peux remplacer epsilon x, epsilon y et gamma xy pour obtenir des équations en déplacement unique. D'accord? Donc là, il suffit de remplacer ces équations-là dans l'équation que j'ai combinée tout à l'heure et j'aurai donc une équation de ce type qui est égale donc à cette expression-là, donc définie par rapport à U et V uniquement. Donc vous voyez que les deux équations que j'ai obtenues sont en fonction uniquement de U et de V, qui est en fonction de X et de Y. D'accord? Donc en faisant quelques réarrangements, on retrouve à peu près ce qu'on a vu déjà dans l'élasticité à 3 dimensions, les deux équations exprimées en déplacement uniquement. Je répète, dans ces deux équations, vous avez combiné les 8 équations d'élasticité plane. D'accord? Donc là, c'est le cas de la déformation plane. J'aurai G nabla carré de U plus G plus lambda d epsilon V sur dx plus grand X égale à 0. Et G nabla carré de V plus G plus lambda d epsilon V sur dy plus grand Y est égal à 0. Avec bien sûr nabla carré sur le Laplace. D'accord? Je peux faire la même chose pour le cas de la contrainte plane. Donc là, et j'obtiens presque quelque chose de similaire avec un petit changement, mais tout exprimé en fonction du déplacement. Ça, c'est 8 équations que j'ai combinées en déplacement. D'accord. Je peux faire la même chose lorsque je veux combiner mes 8 équations en force ou bien en contrainte. Donc, je peux facilement combiner les 8 équations pour obtenir des équations en contrainte ou bien en force. Donc, ça, c'est la méthode des forces ou bien la solution par les forces. D'accord? Donc, la démonstration est simple. Je peux partir de l'équation de compatibilité d2 epsilon x sur dy2 plus dd epsilon y sur dx2 est égal à d2 gamma x sur dx dy. Je suis en contrainte plane. D'accord? Je peux donc facilement remplacer la loi de Hooke que j'ai dans cette expression-là et j'aurai donc une combinaison entre les équations de la loi de Hooke avec les équations de compatibilité. Donc, j'obtiens cette équation-là facilement en faisant donc la combinaison. D'accord, ça c'est l'équation 1. Et je peux maintenant, pour continuer, il me faut donc, si vous voulez, ces dérivées secondes de sigma x, sigma y et les dérivées secondes de tau xy. Où est-ce que je vais les ramener? Forcément, je vais les ramener des équations d'équilibre, donc je suis obligé de les prendre des équations d'équilibre parce que c'est des contraintes qui m'intéressent. Maintenant, les équations d'équilibre, donc vous voyez, je prends une équation d'équilibre de ce type, d'accord? Je vais supposer grand X et grand Y qui sont des forces de volume quelconques. Je ne vais pas maintenant me limiter à des forces négligées de volume, mais je vais les prendre quelconques. Donc, je dérive la première par rapport à X et la deuxième par rapport à Y. D'accord? J'aurai donc ces expressions-là nouvelles par rapport à X et par rapport à Y. Vous voyez, donc, ce qui m'intéresse, c'est ces dérivées secondes que je vais essayer donc de les retrouver, d'accord, pour les remplacer dans l'expression 1, si vous voulez, ou là dans les équations 1. D'accord? Donc, il suffit que je vais ajouter ces deux membres à membres. D'accord? Si je les ajoute membre à membre, j'aurai donc cette expression-là, 2 tau xy sur 2, d2 tau xy sur dxy, c'est moins d2 sigma x sur dx2, moins d2 sigma y sur dy2, moins d grand x sur dx, moins d grand y sur dy. D'accord? Je vais les remplacer dans l'équation 1 et j'obtiens donc une équation complètement en contrainte qui est la combinaison des 8 équations. D'accord? Donc, vous voyez que j'obtiens en fin de compte cette expression-là qui est égale à nabla carré de sigma x plus sigma y est égal à moins 1 plus nu d grand x sur dx plus d grand y sur dy. Je répète, grand x et grand y sont des forces de volume. Je les applique quelconque des forces quelconques. Ça, c'est le cas de la contrainte plane. La même démonstration, je peux faire dans le cas de la déformation plane et j'obtiens donc une équation similaire de type donc d nabla carré de sigma x plus sigma y est égal à moins 1 sur 1 moins nu d grand x sur dx plus d grand y sur dy. Et si je remplace le nu par le nu 1,
j'aurai une expression similaire avec moins 1 plus nu1 d grand x sur dx plus d grand y sur dy. Donc, c'est pour avoir à peu près la même chose. Ça, c'est le cas de la déformation plane, qui est donc similaire à celui du cas de la contrainte plane, d'accord, avec, au lieu de nu1, c'est un nu, donc, général. D'accord. Alors, je pense que je suis à la première partie. J'ai terminé la première partie. Je préfère donc arrêter à cette première partie.